C'est en cette fonction qu'il faut l'interroger en le dépouillant de ce qui n'a cessé de le surcharger et de l'obscurcir. Ne pas s'arrêter avec Aristote au fait que le verbe signifie les temps. Bien d'autres mots, adverbe, adjectif, nom, pouvant porter des significations temporelles. Ne pas s'arrêter non plus comme le faisait Scaliger, au fait qu'il exprime des actions ou des passions, tandis que les noms désignant des choses est permanente, car il y a justement ce nom même d'action. Ne pas attacher d'importance comme le faisait Buxtorf aux différentes personnes du verbe, car certains pronoms eux aussi ont la propriété de les désigner. Mais faire venir tout de suite en pleine lumière ce qui le constitue. Le verbe affirme, c'est-à-dire qu'il indique que le discours où ce mot est employé est le discours d'un homme qui ne conçoit pas seulement les noms, mais qui les juge. Il y a proposition et discours lorsqu'on affirme entre deux choses un lien d'attribution. Lorsqu'on dit que ceci est cela. L'espèce entière du verbe se ramène au seul qui signifie être. Tous les autres se servant secrètement de cette fonction unique, mais ils l'ont recouvert de détermination qui la cachant. On y a ajouté des attributs et au lieu de dire « je suis chantant », on dit « je chante ». On y a ajouté des indications de temps et au lieu de dire « autrefois », je suis chantant, on a dit je chantais. Enfin, certaines langues ont intégré au verbe le sujet lui-même. Et c'est ainsi que les latines ne descendent pas. Ego vivi, mais vivo. Tout ceci n'est que dépôt et sédimentation autour et au-dessus d'une fonction verbale absolument mince mais essentielle.
Il n'y a que le verbe être qui soit demeuré dans cette simplicité, l'essence entière du langage se recule en ce mot singulier. Sans lui, tout serait demeuré silencieux. Et les hommes, comme certains animaux, auraient bien pu faire usage de leur voix. Aucune de ces cris lancés dans la forêt n'aurait jamais noué la grande chaîne du langage. À l'époque classique, l'être brut du langage, cette masse de signes déposés dans le monde pour y exercer notre interrogation, s'est effacé, mais le langage a noué avec l'être de nouveaux rapports, plus difficiles à saisir puisque c'est par une mode que le langage l'énonce et le rejoint. De l'intérieur de lui-même, il l'affirme. Et pourtant, il ne pourrait pas exister comme langage si ce mot. À lui tout seul, ne soutenait par avance tout discours possible, sans une manière de désigner l'être, point de langage. Mais sans langage, point du verbe être, qui n'en est qu'une partie. Ce simple mot, c'est l'être représent dans le langage, mais c'est aussi bien l'être représentatif du langage, ce qui, en lui permettant d'affirmer ce qu'il dit, le rend susceptible de vérité ou d'erreur. En quoi il est différent de tous les signes qui pouvant être conformes, fidèles, ajustés ou non à ce qu'ils désignent, mais ne sont jamais vrais au faux. Le langage est, de fond en comble, discours, par ce singulier pouvoir d'un mot qui enjambe le système des signes vers l'être de ce qui est signifié. Mais d'où vient ce pouvoir? Et quel est ce sang qui, en débordant les mots, fonde la proposition? Les grammairiens de Port Royal, disant que le sens du verbe être était d'affirmer, ce qui indiquait bien en quelle région du langage était son privilège absolu, mais non point en quoi il consistait. Il ne faut pas comprendre que le verbe être contient l'idée de l'affirmation,
car ce mot même d'affirmation et le vocable oui la contiennent aussi bien. C'est donc plutôt l'affirmation de l'idée qui se trouve assurée par lui. Mais affirmer une idée, est-ce que énoncer son existence? C'est bien ce que pensait Bose. C'est bien ce que pense Bose qui trouve là une raison pour que le verbe ait recueilli en sa forme les variations du temps, car l'essence des choses ne change pas. Sous leur existence apparaît et disparaît. Sous elle a un passé et un futur. À quoi Condillac pour faire remarquer que si l'existence peut être retirée aux choses, c'est qu'elle n'est rien de plus qu'un attribut et que le verbe peut affirmer la mort aussi bien que l'existence. La seule chose qu'affirme le verbe, c'est la coexistence de deux représentations. C'est par exemple de la verdure et de l'arbre, de l'homme et de l'existence ou de la mort. C'est pourquoi le temps du verbe n'indique pas celui où les choses ont existé dans l'absolu, mais un système relatif d'antériorité ou de simultanéité des choses entre elles. La coexistence, en effet, n'est pas un attribut de la chose elle-même, mais elle n'est rien de plus qu'une forme de la représentation. Dire que le ver et l'arbre coexistent, c'est dire qu'ils sont liés dans tout, ou dans la plupart des impressions que je reçois. Si bien que le verbe être aurait essentiellement pour fonction de rapporter tout langage à la représentation qu'il désigne. Être vers lequel il déborde le signe. Ce n'est ni plus ni moins que l'être de la pensée. Comparons le langage à un tableau. Un grammairien de la fin du XVIIIe siècle définit les noms comme des formes, les adjectifs comme des couleurs et les verbes comme la toile elle-même sur laquelle elles apparaissent. Toile invisible, entièrement recouvert par l'éclat et le dessin des mots.
mais qui donne au langage le lieu où faire valoir sa peinture. Ce que le verbe désigne, c'est finalement le caractère représentatif du langage. Le fait qu'il ait son lieu dans la pensée, et que le seul mot qui puisse franchir la limite des signes et de les fonder en vérité n'atteigne jamais que la représentation elle-même, si bien que la fonction du verbe se trouve identifiée avec le mode d'existence du langage, qu'elle parcourt en toute sa longueur. Parler, c'est tout à la fois représenté par des signes et donner à des signes une forme synthétique commandée par le verbe. Comme le dit Destutt, le verbe, c'est l'attribution. Le support est la forme de tous les attributs. Le verbe être se trouve dans toutes les propositions, parce qu'on ne peut pas dire qu'une chose, et de telle manière sans dire pour autant qu'elle est. Mais ce mot qui est dans toutes les propositions, il fait toujours partie de l'attribut. Il en est toujours le début et la base. Il est l'attribut général et commun. On voit comment, parvenu à ce point généralité, la fonction du verbe n'aura plus qu'à se dissocier, de que disparaîtra le domaine unitaire de la grammaire générale, lorsque la dimension du grammatical sera libérée. La proposition ne sera plus qu'une unité de syntaxe. Le verbe y figurera parmi les autres mots avec son système propre de concordance, de flexion et de régime. Et à l'autre extrême, le pouvoir de manifestation du langage réapparaîtra dans une question autonome, plus archaïque que la grammaire. Et pendant tout le XIXe siècle, le langage sera interrogé dans sa nature énigmatique de verbe, là où il est le plus proche de l'être, le plus capable de le nommer, de transmettre ou de faire scintiller son sens fondamental, de le rendre absolument manifeste. De Hegel à Mallarmé, cet étonnement devant les rapports
de l'être et du langage balancera la réintroduction du verbe dans l'ordre homogène des fonctions grammaticales. Part 4, l'articulation. Le verbe être, mixte d'attribution et d'affirmation. Croisement de discours sur la possibilité première et radicale de parler. Définit le premier invariant de la proposition et le plus fondamental. À côté de lui, de part et d'autre, des éléments partis du discours ou de l'oraison. Ces plages sont indifférentes encore et déterminées seulement par la figure mince, presque imperceptible et centrale, qui désigne l'être, et fonctionnant autour de ce judicateur, comme la chose à juger. Le judicand et la chose jugée. Le judicat. Comment ce pur dessin de la proposition peut-il se transformer en phrase distincte? Comment le discours peut-il annoncer tout le contenu de représentation? Le mot désigne, c'est-à-dire quand sa nature il est nom propre puisqu'il est pointé vers telle représentation et vers nul autre encore. Si bien qu'en face de l'uniformité du verbe, qui n'est jamais que l'énoncé universel de l'attribution des noms formulant et à l'infini. Il devrait y en avoir autant que de choses à nommer. Mais chaque nom serait alors si fortement attaché à cette représentation qu'il désigne. Qu'on ne pourrait pas même formuler la moindre attribution. Et le langage retomberait au-dessus de lui-même. Si nous n'avions pour substantif que des noms propres, il les faudrait multiplier sans fin. Ces mots, dont la multitude se chargerait la mémoire, ne mettrions aucun ordre dans les objets de nos connaissances, ni par conséquent dans nos idées. Et tous nos discours seraient dans la plus grande confusion. Les noms ne pouvant fonctionner dans la phrase et permettre l'attribution que si l'un des deux
l'attribut au moins, désigne quelques éléments communs à plusieurs représentations. La généralité du nom est aussi nécessaire aux parties du discours que la désignation de l'être à la forme de la proposition. Cette généralité peut être acquise de deux manières. Ou bien par une articulation horizontale, groupant les individus qui ont entre eux certaines identités, séparant ceux qui sont différents. Elles forment alors une généralisation successive des groupes de plus en plus larges et de moins en moins nombreux. Elle peut aussi les subdiviser presque à l'infini par des distinctions nouvelles et rejoindre ainsi le nom propre dont elle est partie. Tout l'ordre des coordinations et des subordinations se trouve recouvert par le langage et chacun de ces points y figure avec son nom. De l'individu à l'espèce, puis de celle-ci au genre et à la classe, le langage s'articule exactement sur le domaine des généralités croissantes. Cette fonction taxonomique, ce sont les substantifs qui la manifestent dans le langage. On dit un animal, un quadrupède, un chien, une barbette, ou bien par une articulation verticale liée à la première, car elles sont indispensables l'une à l'autre. Cette seconde articulation distingue les choses qui substituent par elles-mêmes et celles. Modification, trait, accident ou caractère qu'on ne peut jamais rencontrer à l'état indépendant. En profondeur, les substances à la superficie, les qualités, cette coupure, cette métaphysique qu'en disait Adam Smith. Elle est manifestée dans le discours par la présence d'adjectifs qui désignent dans la représentation tout ce qui ne peut pas subsister par soi, l'articulation première du langage. Si on met à part le verbe être qui est conditionne autant que partie du discours, se fait donc selon deux axes orthogonaux, l'un qui va de l'individu singulier au général,
l'autre qui va de la substance à la qualité. À leur croisement réside le nom commun, à une extrémité le nom propre, à l'autre l'adjectif. Mais ces deux types de représentation, nous distinguons le mot entre eux que dans la mesure exacte où la représentation est analysée analysée sur ce même modèle. Comme le disent les auteurs de Port Royal, les mots qui signifient les choses s'appelant noms substantifs comme terre, soleil, ce qui signifie les manières, en marquant en même temps le sujet auquel elles conviennent, s'appelant nom adjectif. Comme bon, juste, ronde. Entre l'articulation du langage et celle de la représentation, il y a cependant un jeu. Quand on parle de blancheur, c'est bien une qualité qu'on désigne, mais on la désigne par un substantif. Quand on parle des humains, on utilise un adjectif pour désigner des individus qui subsistent par eux-mêmes. Ces décalages n'indiquent pas que le langage obéit à d'autres lois que la représentation, mais au contraire qu'il a, avec lui-même et dans son épaisseur propre, des rapports qui sont identiques à ceux de la représentation. N'est-il pas en effet une représentation dédoublée et n'a-t-il pas pouvoir de combiner avec les éléments de la représentation une représentation distincte de la première, bien qu'elle n'ait pour fonction et sens que de la représenter. Si le discours s'impère de l'adjectif qui désigna une modification et la fait valoir à l'intérieur de la phrase comme la substance même de la proposition, alors l'adjectif devient substantif. Le nom, au contraire, qui se comporte dans la phrase comme un accident, devient à son tour adjectif. Tout en désignant, comme par le passé, des substances. Parce que le substance est ce qui subsiste par soi-même. On appelait substantif tous les mots qui subsistent par eux-mêmes dans le discours. Encore,
même qu'ils signifiant des accidents. Et au contraire, on appelait adjectifs ce qui signifiant des substances. Lorsque, en leur manière de signifier, ils doivent être joints à d'autres noms dans le discours. Les éléments de la proposition ont être eux de rapports identiques à ceux de la représentation. Mais cette identité n'est pas assurée point par point, de sorte que toute substance serait désignée par un substantif et tout accident par un adjectif. Il s'agit d'une identité globale et de nature. La proposition est une représentation. Elle s'articule sur les mêmes modes qu'elle. Mais s'il lui appartient de pouvoir articuler d'une façon ou d'une autre la représentation qu'elle transforme en discours. Elle est en elle-même une représentation qui en articule une autre, avec une possibilité de décalage qui constitue à la fois la liberté du discours et la différence des langues. Telle est la première couche d'articulation, la plus superficielle, en tout cas la plus apparente. Dès maintenant, tout peut devenir discours, mais dans un langage encore plus différencié. Pour relier les noms, on ne dispose encore que de la monotonie du verbe être et de sa fonction attributive. Or, les éléments de la représentation s'articulant en scellant tout un réseau de rapports complexes. Succession, subordination, conséquence, qu'il faut faire passer dans le langage pour que celui-ci devienne réellement représentatif. De là tous les mots, syllabes, lettres même qui circulent entre les noms et les verbes doivent désigner ces idées que Port Royal appelait accessories. Il faut des prépositions et des conjonctions. Il faut des signes de syntaxe qui indiquent les rapports d'identité ou de concordance et ceux de dépendance ou de régime. Marque de pluriel et de genre, cas des déclinaisons. Il faut enfin des mots qui rapportent les noms communs aux individus qu'ils désignent. Ces articles ou ces démonstratifs que le Mercier appelait
concrétiseurs ou des abstracteurs. Un tel puisir de mots constitue une articulation inférieure à l'unité du nom, substantif ou adjectif, telle qu'elle était requise par la forme de la proposition. Nul d'entre eux de détéant par devers lui et à l'état isolé un contenu représentatif qui soit fixe et déterminé. Il ne recouvrant une idée, même accessoire qu'une fois liée à d'autres mots, alors que les noms et les verbes sont des significatifs absolus, ils n'ont eu de signification que sur un mode relatif. Sans doute s'adressant-ils à la représentation, ils n'existant que dans la mesure où celle-ci, en s'analysant, laisse voir le réseau intérieur de ces relations, mais eux-mêmes n'ont de valeur que par l'ensemble grammatical dont ils font partie. Ils s'établissant dans le langage une articulation nouvelle et de nature mixte, à la fois représentative et grammaticale, sans qu'aucune de ces deux ordres puisse se rabattre exactement sur l'autre.